À plus de 80 ans, Mireille Mathieu demeure une icône célébrée. Pourtant, derrière les feux éblouissants de la scène se cache une vie marquée par des douleurs profondes. Née dans la pauvreté à Avignon, affectueusement surnommée Bimimi, ses premières années furent imprégnées de lutte et de sacrifices. Malgré une carrière jalonnée de triomphes, son cœur a connu d'amères pertes. L'une des plus marquantes reste celle de Johnny Stark, son impresario et mentor, avec qui elle partageait un lien aussi fort qu'énigmatique. À sa mort, elle déclara simplement « J'ai perdu ma moitié ». Plongeons dans l'histoire de cette légende vivante, pour dévoiler les drames cachés qui continuent de forger son héritage. Dès l'enfance, le chant fut pour Mireille une échappatoire, une bouée dans un océan de difficultés. Née le 22 juillet 1946, aînée d'une fratrie de 14 enfants, elle grandit dans un foyer où chaque jour était un combat pour la survie. La musique, pour elle, devint lumière au cœur des ténèbres. Petite, elle se faisait réprimander pour ses rêveries mélodieuses. Mais son amour pour le chant était irrésistible. La famille Mathieu était issue d'une longue lignée de tailleurs de pierre, un métier transmis sur 4 générations. Son père, Roger, travaillait dans un modeste atelier à Avignon, près du cimetière Saint-Véran. Sa mère, Marcelle Sophie, réfugiée de Dunkerque, portait les stigmates de la guerre. Ensemble, ils bâtirent une vie marquée par la résilience. Dans le tumulte d'une maison surpeuplée, Mireille se distinguait par sa voix. À seulement 4 ans, elle monta sur scène pour la première fois lors de la messe de minuit. Rémunérée par une sucette, cette nuit devint un souvenir précieux, un signe des promesses à venir. Admirant Édith Piaf à la télévision, elle fit le vœu secret de, un jour, briller elle aussi sur scène. Mais l'école fut un calvaire, atteinte de dyslexie, elle redoubla. Sa gaucherie lui valut d'être punie. Forcée à écrire de la main droite, elle conserva une gestuelle vive sur scène, symbole de sa force intérieure. En 1954, un logement social à Malpeigné offrit un léger répit à la famille. Mais la pauvreté persistait. À 14 ans, Mireille abandonna l'école pour travailler dans une usine à Montfavet. Là, au milieu du bruit des machines, sa voix s'élevait. Pendant les pauses, elle chantait pour ses collègues, ravivant leur moral et le sien. Avec sa sœur Monique, elle affrontait le Mistral à vélo pour se rendre à l'usine. Une période rude, mais formatrice. Lorsque l'usine ferma, elle devint animatrice dans un camp d'été. C'est là qu'une gitane lut son avenir, elle chanterait pour des rois. Une prophétie fantasque, mais qui insuffla espoir et persévérance à la jeune fille. Profondément croyante, Mireille trouva en la foi un refuge. Elle choisit Sainte Rita, patronne des causes désespérées, comme guide spirituel. Avant chaque concert, elle traçait un discret signe de croix, rituel intime la reliant à une force supérieure. À 13 ans, elle quitta l'école. À 16, elle était saluée comme la nouvelle Piaf. 2 ans après avoir quitté les bancs scolaires, elle participa à On chante dans mon quartier, un concours local. Sa voix, qualifiée de son d'un océan, électrisa le public. Les juges, frappés, la baptisèrent le nouveau moineau. Le lendemain, un contrat changea tout. Mireille quitta l'usine pour les projecteurs. Derrière cette ascension, Johnny Stark. Surnommé l'Américain, il devint son mentor. Comme Tom Parker pour Elvis, il façonna son destin. Elle ne fut plus l'ombre de Piaf, mais devint Mireille Mathieu. Avec Madame Laure Collière, elle perfectionna sa technique. Pourtant, elle connut aussi des revers. Jugée trop jeune pour certains titres, elle perdit face à Michel Thor. Mais elle persista. Et lorsqu'elle interpréta La vie en rose, elle triompha. Paris s'ouvrit à elle. Son étoile venait de naître. Une simple préaudition à l'émission télévisée Jeux de la chance allait bouleverser la destinée de Mireille Mathieu. Elle y affrontait d'autres chanteurs amateurs, jugés à la fois par le public en studio et par les téléspectateurs au téléphone. L'arrivée à Paris fut, pour elle, un choc profond. Pour moi, Paris, c'était la fin du monde. Je n'avais jamais pris le train, jamais vu une caméra. Je ne savais pas ce que cette aventure allait m'apporter, confiera-t-elle bien plus tard. Les plateaux immenses, les projecteurs aveuglants, l'effervescence de la capitale. Tout semblait irréel pour cette jeune fille d'Avignon, arrachée à son quotidien modeste. Mais au cœur de ce vertige, une conviction naissait, sa vie venait de basculer. Sous l'œil attentif de Johnny Stark,
Mireille commença peu à peu à se détacher de l'ombre de Piaf. Le manager visionnaire savait qu'une simple imitation ne suffirait pas. Il fallait révéler l'âme unique de Mireille. Elle-même l'avouera plus tard. J'étais tellement formaté pour imiter mon idole que je croyais n'être capable de rien d'autre. Ce fut l'une des plus grandes déceptions de ma vie. Mais ce désarroi fut salutaire. Ce fut le moment précis où Mireille commença à s'épanouir, à forger son propre univers musical. Le succès ne se fit pas attendre. Elle enchaîna cette apparition consécutive dans l'émission Télédimanche, captivant à chaque fois le cœur des téléspectateurs. Puis, dans un geste audacieux qui scella son destin, elle monta sur la scène mythique de l'Olympia. Le 20 décembre, elle signait avec Bruno Cocatrix. 2 jours plus tard, elle envoûtait le public en interprétant 3 chansons d'Édith Piaf. Chaque mot vibrait d'émotions brutes. Chaque note racontait une vie de lutte et de foi. La presse la baptisa bientôt la Piaf d'Avignon. Un hommage à son idole, mais surtout une reconnaissance de sa singularité. Mireille ne s'arrêta pas là. En 1966, elle sillonna la France. Ville après ville, scène après scène, elle laissa une trace indélébile. Et un jour, Stark lui annonça la nouvelle tant attendue. Elle était libre de dettes, et estimée à plus d'1 million de francs. Pour Mireille, ce n'était pas une question de fortune. C'était une victoire intime. Elle avait enfin les moyens de sortir sa famille de la misère. Elle acheta un véhicule pour l'entreprise de son père, une grande maison pour ses parents et ses 13 frères et sœurs, et même un téléphone, pour éviter les allers-retours jusqu'à la pharmacie. Sa notoriété franchit alors les frontières. En 1967, elle monta sur la scène du prestigieux London Palladium, chantant devant la royauté britannique. Elle offrait une version poignante de The Last Waltz, traduite en la dernière valse. Le public anglais fut conquis. Les États-Unis, le Canada, puis l'inoubliable Ed Sullivan Show. Mireille devint une star internationale. À Las Vegas, elle partagea l'affiche avec des légendes, Dean Martin, Frank Sinatra. Et dans les coulisses, elle croisa même le roi du rock'n'roll, Elvis Presley. Mais cette ascension vertigineuse avait un prix. Les tournées incessantes, les voyages sans fin. En février 1968, alors qu'elle était en déplacement, Mireille fut victime d'un accident de voiture. Une vertèbre fracturée. 3 mois d'arrêt. Et une note inquiétante retrouvée dans le véhicule, « We will get you next time ». Ce message glaçant fut un rappel brutal, la célébrité rend vulnérable. Pourtant, jamais elle ne plia. Au fil des années 70, Mireille évolua encore. Artiste accomplie, elle devint aussi femme d'affaires. Les conflits contractuels, les procès, les désillusions. Rien ne la détourna de sa route. Elle créa sa propre maison d'édition, Ablin Music, puis Ablin Disc, confiée à ses sœurs. Un moyen de protéger son œuvre, de garder la maîtrise de sa voix. La suite fut un tourbillon d'hommages et de triomphes. Concerts en Chine, en Russie, ovations au Palais des Congrès de Paris, où 100 000 spectateurs vinrent l'écouter en 1986. Même la mort de Johnny Stark, son mentor de toujours, ne brisa pas son élan. Aujourd'hui, Mireille continue de chanter, de voyager, de vivre. Elle n'est plus seulement une artiste, elle est un symbole. Le symbole d'une fille d'ouvrier, née dans la poussière et le silence, qui a su faire entendre sa voix à travers le monde. Mais derrière la scène, une autre énigme demeure. L'Américain au flair inégalé, Johnny Stark, n'était pas simplement le manager de Mireille Mathieu, il fut l'architecte silencieux de sa métamorphose. Derrière son allure stricte et ses méthodes rigoureuses, il voyait en elle bien plus qu'une simple chanteuse à la voix prometteuse. Il la façonna avec une précision presque obsessionnelle, l'éloignant des ombres d'Édith Piaf avec une injonction qui résonnait comme un mantra « Tu n'es pas elle ». Sous sa direction, Mireille cessa d'être une copie pour devenir une icône. De sa coupe au carré devenue légendaire à la fine chaîne qui ornait son cou symbole de singularité selon Stark, chaque détail de son image fut calculé, affiné, sculpté. Une relation d'apparence strictement professionnelle, mais dont la proximité éveillait les soupçons. Était-ce un lien stratégique ou une affection sincère, presque paternelle? Mais au-delà de cette collaboration intense, la vie amoureuse de Mireille fut tissée d'instants fragiles, de passions furtives qui s'évaporèrent comme un rêve au matin. Au début des années 1980, une idylle digne d'un conte de fées voit le jour.
Elle tombe éperdument amoureuse d'un homme incarnant richesse, élégance, et la promesse d'une vie protégée des tourments de sa jeunesse. Très vite, leur relation s'affiche dans les magazines. En 1983, les fiançailles sont annoncées. Tout laisse croire que Mireille va troquer les feux de la scène contre la quiétude d'un foyer. Mais à 3 jours du mariage, un doute profond s'infiltre. L'idée d'une vie loin du champ, d'une passion tue au nom de la normalité, la terrifie. Dans un geste bouleversant, elle rompt les fiançailles. Une décision aussi courageuse que douloureuse, symbole d'un sacrifice intime au service d'un art qui ne laisse que peu de place au compromis. Plus tard, à la fin des années 1990, une autre romance éclot, tout aussi intense qu'éphémère. Elle s'éprend d'Olivier Masson, expert renommé chez Guerlain, styliste de la légendaire Wallis Simpson. Leur duo, contrasté et élégant, captait les regards. Mireille, silhouette discrète mais radieuse, et Olivier, incarnation d'un charme à l'ancienne, tout droit sorti d'un film noir. Mais encore une fois, la passion s'efface, battue par le tumulte de leurs vies respectives. Le mystère enveloppant la vie sentimentale de la chanteuse ne fait qu'alimenter les rumeurs. Certaines murmurent un flirt discret avec Alain Delon, un simple regard suffisait à enflammer l'imagination des fans. D'autres évoquent un baiser volé à l'écran avec la star américaine Patrick Duffy. Ce dernier se souviendra de leur rencontre avec tendresse, notant avec humour la frénésie des tabloïds à spéculer sur une romance cachée. Mais fidèle à elle-même, Mireille ne confirma jamais rien. Elle laissait les rumeurs flotter, tissant un voile de mystère autour de sa vie privée. Cette réserve, soigneusement cultivée, était renforcée par son entourage protecteur. Sa tante, sa sœur Monique, et bien sûr, Johnny Stark. Cette muraille de discrétion faisait de son jardin secret un territoire interdit, que seuls les plus audacieux osaient imaginer. Lorsqu'on l'interrogeait sur l'amour, elle répondait simplement. L'amour est le plus beau sentiment au monde. On ne peut pas vivre sans. Mais il n'est pas nécessaire de se marier pour aimer. Une vision moderne, presque révolutionnaire, qui plaçait les émotions bien au-dessus des conventions sociales. Mais comment ignorer l'ombre immense de Stark? Quand il s'éteint brutalement en 1989, terrassé par une crise cardiaque à l'âge de 66 ans, c'est une partie d'elle-même qui s'effondre. Dans ses mémoires, Mireille confesse en larmes « J'ai perdu ma moitié ». Ce n'était pas la perte d'un manager. C'était l'arrachement d'une âme sœur, d'un repère, d'un homme qui l'avait façonné, protégé, aimé peut-être. Son tombeau, dans le cimetière Saint-Véran à Avignon, est devenu le symbole silencieux de cette union unique et indicible. Depuis, sa carrière s'est élevée au rang de mythe. Mais sa vie privée est restée en retrait, marquée par des échos d'amour suspendus, par une solitude choisie et une fidélité sans faille à son article. Si l'amour est une mélodie, alors celui de Mireille fut une sonate inachevée, intense, mystérieuse, inoubliable. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, elle continue de chanter que « la vie est belle ». Et peut-être, dans le secret de son cœur, espère-t-elle encore qu'un jour, un amour discret viendra enrichir sa partition sans jamais éclipser la musique. Et vous? Pensez-vous que la disparition de Johnny Stark a à jamais fermé son cœur à l'amour? Ou y a-t-il encore place pour un nouveau chapitre dans la vie de cette icône inoubliable? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager, et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de ces histoires cachées qui façonnent les légendes de la musique.